ici. Changer de À diar, droite. c'est là, et la lumerotte est là. D'accord. Voilà. D'accord. Bonjour à tous. Bienvenue à Charleroi. Bienvenue à Gosselies. Si vous n'êtes pas familier avec le lieu, je vais essayer ce matin, en quelques instants, 25 minutes, c'est assez court finalement, de vous présenter une partie du projet de construction du nouvel hôpital, du grand hôpital de Charleroi, avec un focus évidemment sur la durabilité et peut-être essayer, après quelques slides de présentation d'usage, et d'expliquer à quel point finalement ce concept de durabilité va bien au-delà de ce que l'on peut spontanément avoir comme image en tête lorsqu'on aborde ce sujet, à savoir des éléments plus techniques. On va parler de pompe à chaleur, etc. Mais un hôpital et un hôpital durable, c'est bien au-delà, évidemment, de ces différents concepts. Alors d'abord, le grand hôpital de Charleroi, donc c'est écrit dans ce nom un peu pompeux, grand hôpital de Charleroi. Donc forcément, il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup d'interventions. Et donc là derrière, il y a beaucoup de responsabilités. Il y a énormément de personnes, de patients, de familles qui font confiance à l'ensemble des soignants et à l'institution du grand hôpital. Et donc ça renvoie évidemment à l'obligation qu'a l'hôpital lorsqu'il développe un projet, et ici en particulier un projet de nouvelle construction, mais d'être moteur dans son métier, mais d'être aussi particulièrement attentif à la manière dont ce projet est conçu pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Pas non plus négliger le fait que le grand hôpital de Charleroi est, malgré lui et malheureusement, et de très très loin, le premier employeur privé de la région de Charleroi, depuis la fermeture de Caterpillar il y a quelques années. Alors le paysage hospitalier de Carolo, vous le connaissez, il y a les hôpitaux de l'ISPPC qui sont localisés plutôt à l'est de Charleroi, les hôpitaux du GHDC plutôt à l'ouest, plutôt, et l'hôpital du GHDC à l'est, et Notre-Dame-de-Grâce qui est au nord, près de l'aéroport. Alors le grand hôpital est composé de différents sites hospitaliers, et le projet que je porte depuis maintenant le début de l'aventure, il y a une dizaine d'années, c'est celui de rassembler 5 des sites principaux de l'hôpital, Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Notre-Dame, l'IMTR et Fabiola, sur un site unique, site qu'il a fallu identifier, acheter, développer, obtenir des permis, rassembler les équipes autour d'un projet et d'une vision, lancer les marchés publics, trouver un paquet de millions pour construire le tout, convaincre la région wallonne et l'État fédéral de nous suivre dans cette aventure, et ensuite continuer à essayer de motiver et de souffler sur les braises de l'enthousiasme de l'ensemble des équipes soignantes, infirmières, techniques et administratives de l'hôpital, parce que ce projet est un projet évidemment de longue haleine qui se finira en termes de construction en juin 2024, puisque l'hôpital déménagera le 6 juin 2024. Alors, notre ambition, c'est celle-là, c'est de construire et de finaliser ce bâtiment que l'on voit ici, dans cette cité si verdoyante qu'est la nôtre. Et on en est où aujourd'hui? On en est là. Donc on voit qu'on a, en 10 ans, quand même fait un peu de chemin dans ce projet. Alors, quand on parle développement durable, si vous tapez développement durable sur Google, la première image que vous allez trouver, c'est sans doute celle-ci. Ce sont les 17 objectifs que définit l'ONU en termes de développement durable. Et on voit tout de suite, et c'est ce que je vous disais en préambule, que derrière ce concept de durabilité se cache et est soutenu par bien d'autres éléments que des éléments strictement techniques. Et donc, au travers de quelques slides que je vais présenter maintenant, c'est effectivement ça que je vais essayer de démontrer, c'est que dans la manière dont on a pu aborder ce projet-ci, on a élargi le concept à des éléments de toute nature. Vous dire aussi que je ne suis pas tout seul, évidemment, quand je fais un projet comme celui-là. Alors là, j'ai pris bêtement une photo zoom, et mes collègues ne m'en voudront pas si la qualité ils n'auraient sans doute pas choisi cette image-là d'eux-mêmes, j'imagine. Mais enfin, on a tous une bobine un peu particulière quand on fait de la vidéoconférence. Ça montre aussi, et Benoît le rappelait, qu'on a, comme vous, traversé cette crise du Covid à travers de la vidéoconférence et à travers beaucoup de présence sur site. Merci à tous, évidemment, pour leur aide et leur soutien qu'ils nous ont apporté dans tous ces éléments-là. Alors, premier point d'un projet comme celui-là, c'est ce que j'appelle établir le call for action et choisir la bonne option. Si vous arrivez dans une pièce et vous dites « j'ai une idée géniale, on va construire un nouvel hôpital », qui a 600 millions,
tout de suite, ça douche un peu l'ambiance et c'est compliqué de mener à bien les premiers éléments. Alors on part des constats. Premier constat que l'on pose, 5 sites hospitaliers qui sont situés donc, à l'est de Charleroi, relativement proches les uns des autres. Vous connaissez certainement l'un ou l'autre de ces sites et vous savez que l'on peut se garer sur le parking d'un hôpital pour aller à pied travailler dans l'autre. Ils sont localisés à ces endroits-là par le fruit de l'histoire. C'est tantôt une compagnie d'assurance qui achète ou qui construit un bâtiment, c'est tantôt un dispensaire qui se crée, c'est tantôt une clinique qui voit le jour dans une logique planologique qui évidemment était tout à fait différente il y a 50, 60 ou 80 années plutôt qu'aujourd'hui. Et on voit une superficie plancher qui répond plus à une logique de construction et de subside qu'à une logique de traduction en termes de nombre de lits. Parallèlement à ça, ces hôpitaux ont été rénovés, agrandis, modifiés au fur et à mesure des années. 5 étapes pour Saint-Joseph, avec un résultat pas très heureux, ni en termes d'architecture, ni en termes de fonctionnalité intérieure. On a fait faire une étude de ces bâtiments pour voir un petit peu quelles étaient leur résilience par rapport au futur, par rapport notamment à leur capacité à survivre à un défi énergétique. Et le résultat était sans appel, vos bâtiments ne valent plus un clou de ce point de vue-là. Et donc si vous souhaitez les rénover, eh bien, il vaut mieux les démolir complètement et soit reconstruire sur place, soit acheter un nouveau terrain, plutôt que de vous entêter à vouloir agrandir, rénover ou faire autre chose dans ces bâtiments. Alors au début, on n'a pas un rond. Pas un rond. J'arrive en 2011 au GHDC, l'hôpital perd des sous depuis quelques années et le projet c'est d'en dépenser à peu près 600 millions pour la construction, les équipements, les abords, etc., qui est un prix énorme mais tout à fait raisonnable pour un hôpital de cette taille-là. Et donc il faut convaincre, il faut prendre appui sur une série d'éléments et la durabilité est un élément sur lequel on prend évidemment appui lorsqu'il s'agit de convaincre les banques que certes la construction a son coût, mais que les coûts de fonctionnement sont maîtrisés sur la durée du projet. Deuxième difficulté, c'est qu'au moment où on commence le projet, on sort des 500 et des jours sans gouvernement fédéral, avec une régionalisation d'une partie de la matière relative aux soins de santé, en particulier celle sur la construction et le financement des constructions hospitalières, qui passe du fédéral à la région. Plus aucun texte, plus d'administration. Il fallait écrire de nouveaux textes dans le chef de la région. Il a fallu développer une nouvelle administration. C'est là qu'a vu le jour la VIC. Donc, une série de contraintes. Alors, on s'est présenté devant le conseil d'administration de l'hôpital avec une série de questions et 4 scénarios. On a dit au conseil d'administration, premier scénario, on ne change rien. Finalement, les patients nous font confiance depuis longtemps, certains depuis toujours. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent plus. Il n'y a pas de raison que les patients ne fassent pas confiance à l'institution. Il n'y a pas de raison que l'on doive investir de façon massive, de façon structurellement différente pour continuer à attirer. Deuxième option qu'on leur a présentée, on reconstruit un bâtiment relativement à l'identique. C'est-à-dire un nouveau bâtiment d'une dimension à convenir, purger des difficultés techniques que l'on connaît et augmenter d'une capacité, notamment sur le plan énergétique et fonctionnel, selon des objectifs que l'on doit se poser. Et puis 2 autres scénarios. Un scénario plutôt de décollage long, c'est-à-dire on se lance dans un projet de construction d'un hôpital plutôt de nouvelle génération, mais on le construit un peu trop grand, de façon à se donner le temps de rentrer progressivement dans la structure. 4e scénario, on construit un bâtiment de nouvelle génération, juste un peu trop petit, si je puis dire, pour rentrer exactement dans les clous du financement. Un bâtiment de nouvelle génération, je vais vous expliquer dans un instant ce que ça signifie. Il est évident que de ces 4 scénarios-là, le plus complexe, c'est le 4e. Le premier étant le plus simple, on ne fait rien. Le 4e étant, on s'engage dans une voie technique complexe, mais porteuse pour les années qui viennent. Et c'est évidemment ce que nous a demandé de faire le conseil d'administration. Et pour soutenir une partie de cette réflexion, eh bien, on a calculé ce que nous coûterait, selon l'un ou l'autre de ces 4 scénarios, simplement en termes de coût énergétique, le fait de maintenir ce projet-là, l'un des 4, pendant une période donnée. Et donc on peut constater que le 4e projet, le décollage rapide, comme je l'ai appelé à l'époque, est un projet qui est particulièrement rentable de ce point de vue-là. C'est important
On ne parle pas d'une rentabilité pour rémunérer quiconque, on parle d'une capacité de l'hôpital à conserver une série de marges pour poursuivre tous les investissements auxquels il doit faire face tous les jours, que ce soit des investissements en termes d'infrastructures, en termes de personnel, en termes de développement médicaux et autres. Vous connaissez ça dans vos différents hôpitaux. Pour ça, on réduit la superficie de l'hôpital. Premier élément en termes de durabilité, ajuster votre taille à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on réduit d'environ 23 000 m². 23 000 m², c'est un hôpital, par exemple. C'est comme si l'IMTR, aujourd'hui, on s'en séparait pour pouvoir fonctionner avec un même niveau d'activité et permettre à cette activité d'évoluer dans les hôpitaux. Deuxième élément, mais qui n'a rien à voir ici avec un concept de durabilité, mais qui est une réflexion globale, c'est qu'on a, par les calculs de programmation, et ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, réduit le nombre de lits de l'ordre de 30%, ici 29%. Je pourrais expliquer ça plus largement. Alors, qu'est-ce qu'un hôpital de nouvelle génération? Si vous regardez les hôpitaux en général, ils se ressemblent à peu près tous. Si vous arrivez dans un pays et dans une ville dans laquelle vous n'avez jamais été, il est fort probable que vous identifiez assez rapidement l'église, la maison communale et l'hôpital. C'est-à-dire ça ressemble à un hôpital, je connais, c'est un cube, c'est un grand monobloc, un peu gris, avec une série d'adjonctions au fur et à mesure des années et plein de voitures autour. Et quand on regarde l'hôpital, qu'est-ce que c'est? On regarde que c'est la somme finalement de quatre fonctions qui sont tout à fait différentes les unes des autres et qui ont des besoins techniques et des besoins fonctionnels radicalement différents les unes des autres. La première des fonctions, c'est ce qu'on appelle la fonction dite de hot floor, tout ce qui est médico-technique, les urgences, les soins intensifs, le bloc opératoire, tout ce qui est imagerie. Et quand on regarde le nombre de mètres carrés hospitaliers dévolus à cette fonction hot floor, on est à en moyenne 24% de construits. Même logique pour la zone hôtel-motel, ce sont des... J'expliquerai tout à l'heure la distinction entre la fonction hôtel et la fonction motel. Ce sont des fonctions d'hôtellerie qui représentent finalement 27% de la surface construite en moyenne. La fonction bureau, office, bureau et polyclinique, c'est globalement la même chose, qui regroupe, elle, 36% des surfaces construites, et puis une fonction logistique, fonction usine, 13%. Et les mètres carrés que vous allez développer, ils vont vivre de façon tout à fait différente les uns des autres. Pour construire un bloc opératoire, pour construire une unité avec des salles blanches, la salle blanche, vous êtes à 6 500 € du mètre carré par exemple, ce qui est excessivement cher, alors que dans un bâtiment de type logistique, si vous avez un hall logistique, vous êtes à 1850, 1900 € du mètre carré. Et vous avez une obsolescence qui est évidemment largement différente. Ce qui veut dire, de façon évidente, c'est que si vous n'anticipez pas le jour du démarrage de l'hôpital, donc pour nous le 6 juin 2024, la rénovation et le développement de votre bloc opératoire, eh bien le jour où celui-ci sera obsolète, et la durée de vie d'une salle d'opération 15 ans, 20 ans dans ces eaux-là, avant une rénovation relativement importante, et vous allez vous retrouver le même jour avec un problème. En ce qui nous concerne, ce sera un problème pour les 23 salles d'opération qu'on va ouvrir le 6 juin 2024. Donc il faut pouvoir anticiper ces problèmes-là. Là aussi, c'est un point de durabilité important. Alors on a traduit cette réflexion technique en un dessin, et on le voit, on retrouve dans cet hôpital finalement plusieurs blocs, plusieurs bâtiments qui sont reliés entre eux par des passerelles et par une galerie logistique souterraine commune. Cela veut dire que votre bâtiment médico-technique, eh bien lui, il va pouvoir, se reconstruire plus facilement sur lui-même, et la manière dont il a été conçu, alors que c'est invisible de l'extérieur, c'est la même brique de façade sur l'ensemble des bâtiments, la manière dont il a été conçu permet une flexibilité à long terme. Je donne un exemple. Lorsque vous construisez votre structure en béton du bâtiment, vous ne pouvez pas percer où vous voulez sur la durée de vie du bâtiment. Et pourtant, vous savez bien, vous avez vécu ça certainement, il faut mettre une arrivée d'électricité, mettre une décharge d'eau, on souhaite changer une salle d'opération de place, on souhaite augmenter la taille de ceci, et c'est rendu compliqué par des contraintes techniques de ce type, de type stabilité. Eh bien, la structure que l'on développe alors sur le bloc médico-technique est radicalement différente. On travaille avec ce qu'on appelle les dalles champignons. C'est un peu plus cher, mais sur la durée, on peut largement l'amortir et permettre à l'hôpital et à cette partie de se reconstruire sur lui-même. Alors que d'autres parties du bâtiment vont pouvoir, au fur et à mesure des années, subir facilement un petit lifting sans impacter fortement l'activité.
Et donc là, on a des constructions beaucoup plus traditionnelles. Par ailleurs, on place les passerelles entre les fonctions les plus rapprochées, les plus évidentes. Alors, beaucoup plus de connexion entre l'orthopédie et la gériatrie qu'entre la gériatrie et la maternité. On le comprend facilement. Et pourtant, dans un bâtiment classique, eh bien, vous allez retrouver ces fonctions qui sont dispatchées plutôt selon le fruit d'une histoire que selon une logique fonctionnelle et technique. Alors, la seule certitude que l'on a quand on développe un projet comme celui-là, finalement, c'est que l'on va se tromper. Et c'est certain. Vous savez, quand vous vous trompez, vous partez sur un projet d'une dizaine d'années, vous savez que quels que soient les beaux concepts qu'on peut vous développer dans la littérature ou vous conseiller par des consultants en matière de durabilité, en matière de développement technique, de développement médical, que sais-je encore, tout ça sera sans doute faux 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard. Et donc, finalement, la seule certitude sur laquelle on s'est posé, c'est celle que l'hôpital doit être capable de se reconstruire sur lui-même et donc d'évoluer, de changer en fonction des besoins de l'institution, en fonction de ce dont on a besoin pour pouvoir continuer à exercer notre métier dans le soin. Et donc, tous ces bâtiments ont des durées de vie estimées, avec des programmes de rénovation et d'entretien qui sont établis longtemps à l'avance. Et on le voit ici sur la reconstruction sur lui-même. Au niveau du bloc opératoire, on a imaginé tout un système permettant de rénover ce bloc sans le fermer une minute. Ce qui, dans le bloc opératoire, et c'est qu'en matière d'hygiène, vous y êtes sensible, et Benoît particulièrement, eh bien, on est attentif, ab initio, à éviter de se créer des problèmes de ce type lorsque le bloc sera en fonctionnement. On peut ajouter des ailes ou pas. Alors, facile, je vous dis, on peut ajouter des ailes. Vous dites, lui, c'est facile, il a dessiné avec son petit crayon sur le dessin à un endroit agréable une aile en disant, là, je peux construire. Non, on l'a dessiné, on l'a programmé. Parce que le jour où l'hôpital dira, je veux construire une aile ou un bâtiment à cet endroit-là, il faut que ça colle au niveau logistique. Quid des AGV, donc des robots qui transportent les marchandises dans l'hôpital, quid du chemin de l'infirmière, quid du chemin du logisticien. Et donc il faut penser à tout ça dès le début. Là aussi, le concept de durabilité s'immisce. Je réfléchis aux problèmes de demain, aujourd'hui, sans investir trop tôt. Donc on fait le dessin, puis on prend notre gomme, on ne construit pas ces parties-là, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on en aura besoin un jour et on pourra le faire. Et même au-delà, admettons que l'hôpital, on invente une pilule miracle qui guérisse de 50% des maux dont l'hôpital se nourrit, eh bien il faudra pouvoir revendre ces parties, il faudra pouvoir les développer autrement. Et donc la trame, c'est-à-dire l'espace entre colonnes et entre poutres, eh bien, est réfléchi de façon à ce que l'on puisse y développer, une fois que vous avez déshabillé l'intérieur du bâtiment, d'autres types de fonctions, de type hôtellerie, de type logement, alors qu'aujourd'hui, et si j'ai le temps, j'en parlerai une seconde, on a vendu les sites hospitaliers que l'on quitte. Impossible évidemment d'aller faire un bloc d'appartements dans un hôpital, c'est beaucoup trop cher. Et je vais checker l'heure. 8 minutes. Alors, difficile de parler du projet sans parler de ce qu'on a appelé le Healing Environment ou environnement soignant. Le terrain qu'on a eu la chance d'acquérir fait 17 hectares. On construit sur à peu près 4 hectares, plus 1 hectare de voirie. Et le reste est un parc qui est riche en termes de biodiversité. On conserve cette biodiversité et on la monitore. C'est la faculté d'agro de Jean Blou qui nous suit sur le projet. Et on développe des toitures, non pas vertes, mais des toitures cultivées, puisque la Haute École Louvain-Hainaut lance un baccalauréat en agriculture urbaine et va se servir des toitures de l'hôpital pour venir montrer que l'agriculture urbaine sur toiture est une réalité, ou en tout cas est quelque chose qui peut être développé. On est assez content de ce type d'initiative. On a été attentif à notre ami le crapaud calamite, qui était présent en masse sur le site et qui au début représente une contrainte juridique majeure pour construire tout projet immobilier. Et on a pu convaincre la division Nature et Forêt, la direction Nature et Forêt et la région que par un phasage adéquat et une anticipation d'une série de difficultés, eh bien, on pouvait gérer à la fois le respect de la biodiversité, mais aussi la construction. Et ce crapaud qui aujourd'hui est maintenant un peu devenu une sorte de mascotte dans l'hôpital. Régulièrement dans les présentations, j'en parle et on ne le voit plus en interne comme une contrainte, mais finalement un petit être sympathique qui a pu nous aider. Ce n'était pas tout à fait la même histoire au début. Quand je suis allé devant le conseil d'administration demander un peu de sous pour aider à ce crapaud à vivre, je crois que j'ai entendu quelques jurons dans l'Assemblée ce jour-là. On a organisé un colloque qu'on a appelé Biodivers Santé, 250 personnes qui sont venues écouter et débattre ensemble de la faisabilité du développement d'un projet
immobilier quel qu'il soit important, tout en préservant évidemment la biodiversité aux alentours. Et avec l'assemblée médicale que j'ai devant moi, je m'en voudrais de ne pas dire qu'il y a eu un large programme participatif de l'ensemble de la communauté médicale soignante et infirmière, visant à déterminer la manière dont ils envisageaient leur service, leur fonctionnement demain. C'est évidemment fondamental, parce que ce n'est pas moi qui soigne, c'est eux, c'est vous. Et donc il est important que les services, même s'ils sont amenés à évoluer, dès le premier jour répondent au plus proche de ce dont ils ont besoin. C'est aussi important, parce qu'à partir du moment où vous publiez un cahier de charge pour la construction, et le moment où vous rentrez dans le bâtiment, vous n'en changez plus une ligne. Vous construisez ce que vous avez décidé. Pendant 5 ans, 6 ans, sur 150 000 m², fatalement, ça prend un certain temps, mais ça n'empêche pas la vie de continuer à évoluer, ça n'empêche pas les idées de pouvoir émerger et la technique d'évoluer. Et donc, on note tout ça, et c'est une fois que le bâtiment est en fonction qu'on peut commencer à reprendre le cours normal de l'innovation technique. La technique en appui, c'est un hôpital Nearly Zero Energy Building. C'est rendu possible par ces différents bâtiments. Rappelez-vous, le médico-technique, le bloc polyclinique, le bloc hôtellerie. Et donc chacune des structures, chacune des enveloppes consomme une masse d'énergie différente les uns des autres. Consommez bien davantage au bloc opératoire que dans une zone de consultation. Et donc le niveau d'enveloppe, la manière dont le bâtiment est orienté diffère selon ces bâtiments. Et ça permet d'atteindre des performances énergétiques qui sont tout à fait intéressantes avec une enveloppe qui est évidemment particulièrement travaillée. On travaille avec de la géothermie de moyenne surface. On travaille avec un peu de cogénération, même si aujourd'hui, il faut voir le prix du gaz, je pense que c'est plus trop utile. Mais pas que. Et je terminerai par là. Vous dire que je vous parlais de responsabilité en termes d'hôpital. La responsabilité, c'est aussi se rendre compte de l'importance, à partir du moment où vous avez un gouvernement qui vous fait confiance et qui vous permet, avec l'ensemble des banques, de dépenser des moyens colossaux, il est impossible de ne pas intégrer dans la réflexion et la construction ce qu'on appelle les externalités positives. Le bâtiment, la qualité du bâtiment, la qualité du projet doit rejaillir sur la cité, doit rejaillir sur la population qui entoure ce bâtiment. Aujourd'hui, quand on monte sur les toitures de Saint-Joseph ou de Fabiola, voilà ce que l'on a comme paysage. Quand on est dans le centre de Charleroi, voilà ce que l'on peut avoir comme paysage. Ce ne sont pas des images de synthèse. Vous savez, vous connaissez cette ville, vous savez que c'est effectivement cela. C'est aussi marchienne, c'est aussi un peu de couleur, c'est aussi des projets comme l'hôtel de police ou Rive Gauche ou le musée de la photo qui ont vu le jour. Et donc c'est une ville qui se redéploie tout doucement. Alors c'est compliqué. On est bien conscient que c'est compliqué. Quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et le projet hospitalier fait partie de l'ensemble des dominos qui doivent se cascader les uns aux autres pour permettre à la cité de revoir le jour. Donc le site des Viviers qui se situe ici est évidemment un point essentiel. On est en entrée de ville. On passe d'un terri de 156 000 m3 à un hôpital. C'est une belle image. On parle d'une entrée de ville qui est la première entrée de ville automobile de Charleroi, où c'est un peu invisible, vous passiez depuis des années devant ce terri, à un hôpital où on comprend qu'on rentre dans la ville, on rentre dans un autre environnement. Le voilà, ce site. On voit qu'il est bien situé. Il est aussi, en termes de durabilité, assez vaste. On voit qu'il y a pas mal de zones vertes autour qui peuvent être construites sans impacter, je dirais, trop le volet biodiversité, puisqu'on se situe vraiment dans les zones de réservation du R3. Et c'est important, puisque l'on sait, quand on regarde les projets hospitaliers majeurs dans le monde, vous construisez 150 000 m² un jour, et 20 ans après, vous avez au moins le double qui est construit aux alentours en termes d'infrastructures techniques, d'enseignement, de santé, que sais-je, de logement qui se développent aux alentours. Sans compter le tram qui arrive jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Alors on en est où? Quelques photos, on a construit les voiries, on a viré un terri, quelques camions pour déplacer tout ça. C'est finalement assez esthétique comme photo quand on voit le travail ici. On a recréé et déplacé un étang sur site. On a construit un parking, c'est le premier trou. On a modifié des ronds-points pour créer un nouvel accès. Voilà la voirie presque terminée. C'est une vue du site depuis le haut qu'on a un peu changé pendant les travaux. Là, effectivement, ça ressemble à quelque chose de plus compliqué. On voit qu'on était sur un terri. Vous voyez la couleur du schiste noir. En mai 2019, vous avez ce qu'on appelle la poutre de couronnement et les pieux sécants qui sont posés, qui séparent le parking du bâtiment hospitalier sur la droite.
ça continue, ça creuse, les faux puits sont là pour les fondations. On avance dans tout ça, le parking commence à monter, ça continue de monter, ça travaille la nuit. En avril 2020, boum, le bâtiment arrive beaucoup plus vite. Une fois que vous sortez de sol, en fait, une fois que vous n'êtes plus les pieds dans la boue, que les machines peuvent travailler de façon plus simple, que vos grues sont plus aisées, que votre mobilité logistique est plus simple sur un chantier, ça va 3 fois plus vite. Et puis on a continué, juin 21, ça monte, octobre 21, ça continue de monter, octobre ou novembre 22, voilà le bâtiment, à quoi il ressemble aujourd'hui. Et on termine donc en juin 2024. Et puis dernier point, c'est que quand on vous dit ou vous confie la responsabilité de gérer un projet de construction d'hôpital, il y a un truc qu'on ne vous dit pas tout de suite, c'est qu'il y a maintenant 5 sites à réhabiliter, 5 sites dont il faut faire quelque chose. Or, quand vous construisez un nouvel hôpital et que vous avez sécurisé le financement, vous avez tout de suite beaucoup d'amis. Tout de suite, les entrepreneurs, des tas de consultants, des tas de gens qui viennent vous dire qu'ils ont des idées géniales et que vous avez absolument besoin de vous. Par contre, sur vos sites hospitaliers anciens, vous avez beau expliquer qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont bien situés, qu'ils sont extrêmement sexy, mais les gens ne se bousculent pas forcément portillon. Donc c'est un projet très important sur lequel j'ai travaillé depuis le début et qui amène quand même quelque chose de très positif. Là, vous avez Saint-Joseph, et c'est le seul exemple que je montrerai aujourd'hui, qui va devenir un quartier complet, quartier avec 400 logements, un peu de commerce de proximité. Le permis sera déposé début de l'année prochaine et les démolitions commenceront le lendemain du jour où l'hôpital aura déménagé. Donc ça évite évidemment d'avoir des chancres, d'avoir un quartier qui d'un côté revit parce que vous avez l'hôpital et dans les sites qui ont été quittés, qui se meurent. Et donc l'hôpital finalement a déplacé un problème plutôt que d'avoir apporté dans la logique des externalités positives une solution pour chacun. Et normalement j'ai 3 minutes de retard, Benoît. Voilà, merci.